Bonjour à tous. Vladimir Poutine s'est rendu en Corée du Nord, l'un de ses rares alliés dans le monde. C'est la première visite du maître du Kremlin depuis 24 ans à Pyongyang. Donc en date du 18 et du 19 juin de cette année, Vladimir Poutine discutait, négociait avec les dirigeants nord-coréens, dont Kim Jong-un, des traités de coopération concernant des mesures de sécurité et de collaboration économique. Alors, Vladimir Poutine a été accueilli en grande pompe à Pyongyang, on lui a déroulé le tapis rouge, on a même quasiment vidé le passage pour qu'il puisse être le seul maître du passage en y allant, en traversant la ville. Donc vraiment, on l'a accueilli comme un empereur. Il faut également noter que Vladimir Poutine est venu avec les chœurs de l'Armée rouge, qui ont donné un concert devant une foule de dignitaires, de l'Assemblée de dignitaires. Vraiment un accueil princier que lui a réservé le dirigeant nord-coréen. Soulignons également que Kim Jong-un est venu aussi en Russie, en septembre de l'année dernière, donc des relations qui ont l'air de se porter plutôt bien. Pourquoi? Parce que les deux pays ont simplement intérêt à avoir des relations communes, mais d'un point de vue du Kremlin, donc c'est une relation à court terme pour deux raisons. La première raison est que finalement cette relation avec la Corée du Nord pour le Kremlin n'a qu'un aspect logistique. Puisque, on le sait, la Russie achète des obus en Corée du Nord, les fait produire, les achète. Les Russes ont acheté les vieux stocks d'obus nord-coréens, qui leur restaient de l'époque de la guerre de Corée. Mais également, la Corée du Nord produit des obus pour la Russie. Alors, c'est assez intéressant et profitable à la Russie, puisque il y a 6 mois, les Russes étaient en mesure de tirer 23 obus sur le front ukrainien pour un obus ukrainien. Donc aujourd'hui, ce rapport de force tend à se réduire. Aujourd'hui, après les livraisons d'armes occidentales, les Ukrainiens peuvent tirer un obus pour 5 obus russes, mais il faut quand même avoir à l'esprit que si la Russie peut se permettre de tirer autant d'obus, c'est bien parce qu'elle a accès à la production de la Corée du Nord. Pourquoi? Parce que c'est pas cher, parce que c'est fait rapidement. La Russie a besoin des obus de la Corée du Nord, elle les achète, elle les importe en masse. Après, il n'y a pas que les obus, il y a également les missiles de courte et de longue portée que la Russie importe de Corée, également des missiles balistiques. Mais il faut aussi souligner que la Russie importe des esclaves de la Corée du Nord. Oui, des esclaves, pas des travailleurs. Alors la Russie a besoin de main-d'œuvre pour son industrie de guerre, elle a besoin de travailleurs, donc elle apporte du monde entier. Mais tout coûte de l'argent et évidemment, la Russie, comme tous les États, cherche à réduire les frais, cherche à réduire les coûts de production. Alors comment réduire ces coûts de production? Eh bien, le plus simple, c'est de ramener de la main-d'œuvre à bas prix. Alors comment ça marche avec la Corée du Nord? Donc les accords qui sont signés avec la Corée du Nord pour des transferts de main-d'œuvre se font avec l'État. Les gens qui partent à l'étranger travailler ne le font pas de leur plein gré. Ils sont envoyés de force la plupart du temps pour travailler à l'étranger et ils ne sont pas payés. Donc eux ne reçoivent pas un seul centime pour leur travail. C'est le gouvernement de Corée du Nord qui est rémunéré pour ça. Donc en fait, on paye le gouvernement nord-coréen pour les employés, ou devrait plutôt dire les esclaves qu'elle envoie. Donc c'est ce que fait la Russie. Donc la Russie tout simplement apporte des esclaves de Corée du Nord. Donc des obus, des missiles, des esclaves, c'est ce que la Corée du Nord a à offrir à la Russie. Qu'est-ce que la Russie peut donner en contrepartie à la Corée du Nord? Eh bien un transfert technologique, notamment dans le domaine du nucléaire et des satellites. Des aliments alimentaires, du gaz et du pétrole. Donc c'est une relation qui marche plutôt bien pour l'instant, parce que d'une part la Russie peut s'approvisionner en armes assez rapidement et surtout en grande quantité. Elle peut avoir de la main-d'œuvre à bas prix en important des esclaves de Corée du Nord. La Corée du Nord reçoit des produits alimentaires et elle reçoit des transferts de technologie, et puis ensuite elle bénéficie aussi dans une certaine mesure du parasol politique de la Russie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais maintenant, il faut voir que cette relation, elle a ses limites. Parce que la Corée du Nord, c'est un protectorat chinois. Donc si aujourd'hui la Russie a accès aux obus coréens, si elle a accès aux travailleurs, aux esclaves nord-coréens, ça vient d'une chose toute simple, c'est que la Chine l'a autorisé à y avoir accès. Puisque personne n'a accès à la Corée du Nord, personne n'a des relations avec la Corée du Nord sans l'accord de Pékin. La Corée du Nord, c'est vraiment un protectorat chinois, c'est un pays qui est complètement dépendant de la Chine.
à tous les niveaux. Donc c'est un pays qui ne mène pas de politique étrangère autonome. Ça, il faut bien le comprendre. On ne le dit pas assez, mais c'est un fait. La Chine se sert de la Corée du Nord, de ce régime nord-coréen, pour exercer du chantage, donc d'une part sur la Corée du Sud et le Japon, mais surtout sur les États-Unis. Donc c'est à ça que sert la Corée du Nord aux Chinois. Donc si la Chine a permis à la Russie d'avoir accès à la Corée du Nord, eh bien effectivement ça doit avoir un prix. C'est pas gratuit, donc il n'y a jamais rien de gratuit dans les relations internationales et surtout il n'y a jamais rien de gratuit avec la Chine. Donc, en ayant accès à la Corée du Nord, la Russie se rend dépendante de plus en plus de la Chine. Et c'est un problème puisque aujourd'hui, la Russie est en position de demandeur vis-à-vis de la Chine. La Chine est le principal sponsor de la guerre en Ukraine. Ça, il faut bien le comprendre. C'est que sans la Chine, la Russie ne serait probablement pas en mesure économiquement de faire la guerre en Ukraine, puisque les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont littéralement explosé depuis l'invasion de haute intensité russe sur l'Ukraine, donc à partir du 24 février 2022. Donc aujourd'hui, c'est bien les échanges commerciaux qui permettent à la Russie de faire de l'argent, qui lui permet de faire marcher son économie de guerre et surtout d'importer des armes, notamment de Corée du Nord. Alors, quel intérêt pour la Chine de soutenir économiquement la Russie dans sa guerre en Ukraine? Eh bien, l'intérêt est évident. Ça permet de créer du trouble, ça permet de mettre le monde occidental à l'épreuve, ça permet surtout de se positionner dans un avenir proche en tant que médiateur pour résoudre ce conflit. Évidemment, quand on est médiateur, on dresse également une facture pour la médiation qu'on fait. Donc, aujourd'hui, il y a un conflit entre la Russie et l'Occident et tout profite à la Chine. Dans le cadre de la pensée, là où deux personnes se battent, la troisième en profite. Et c'est exactement ce qui se passe avec Pékin, puisque Pékin profite clairement du conflit de la confrontation Occident-Russie. Maintenant, la Russie, elle paye le prix fort pour l'appui de Pékin. D'une part, elle doit tolérer la colonisation chinoise de la Sibérie, donc qui est de plus en plus intense. Ensuite, donc, elle vend des ressources, elle vend du gaz, du pétrole à la Chine à des tarifs très préférentiels. Et surtout, la Russie commence à comprendre que les Chinois n'ont pas l'intention de bâtir des relations à long terme avec la Russie, puisque les Chinois font blocage sur la construction du gazoduc Chine-Russie. Donc c'était un projet qui devait se réaliser, qui devait être lancé en cette année. Les Chinois bloquent parce qu'ils préfèrent tout simplement avoir des relations à court terme avec la Russie. Pour eux, c'est plus profitable et du coup, ça permet surtout à Pékin d'avoir un élément de chantage permanent sur la Russie en disant, voilà, si vous ne satisfaisez pas à nos prix, à nos conditions, on pourrait très bien ralentir nos relations commerciales avec vous et ce sera un problème. Donc aujourd'hui, la Russie, elle a un problème puisque elle n'a pas prévu de se fâcher avec l'Occident si longtemps. En fait, l'idée des Russes, c'était d'envahir l'Ukraine en quelques jours, de faire chuter donc le président Zelensky et donc son gouvernement, donc de prendre l'Ukraine et donc d'avoir des relations compliquées avec l'Occident, mais juste un certain temps, parce que à Moscou, on partait du principe que l'Occident allait se fâcher 2 secondes, que ça allait durer 2-3 ans, pas plus, avant d'avoir des relations économiques d'avant la guerre en Ukraine. Ça s'est pas fait, parce que d'une part, la Russie n'est pas arrivée à prendre l'Ukraine comme elle l'avait prévu. Ensuite, elle n'a pas anticipé l'engagement de l'Occident aux côtés de l'Ukraine. Elle n'a pas non plus anticipé l'effort de guerre que la guerre en Ukraine lui a demandé. Donc aujourd'hui, la Russie, elle a un problème, ça c'est sûr. D'une part, en Ukraine, ça se passe mal, puisque apparemment, l'offensive près de Kharkiv piétine, voire a été repoussée. Apparemment, donc l'armement occidental a réussi à arriver à temps, donc les Ukrainiens ont réussi à résister à Kharkiv. Aujourd'hui, les Russes sont coincés. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, n'arriveront pas à se payer par le Donbass, même s'ils l'annexent, parce qu'il n'y a vraiment plus rien à chercher dans le Donbass, tout a été détruit. Donc aujourd'hui, l'Ukraine est un problème. Et en plus, l'Occident ne veut pas de pause opérationnelle avec la Russie. Donc les propositions de paix, entre guillemets, que Poutine a fait, n'ont pas été acceptées par l'Occident. L'Occident n'a pas donné suite. Donc la Russie a un problème avec sa guerre en Ukraine, mais surtout elle a un souci avec la Chine. Puisqu'aujourd'hui, la Chine, elle devient, on va dire, un peu envahissante vis-à-vis de Moscou. Donc d'une part, donc elle joue sur les prix des énergies, le gaz et le pétrole, le charbon également, parce que les Chinois importent du charbon russe aussi.
Ensuite, donc ils colonisent la Sibérie, et puis surtout, la relation avec la Corée du Nord a un prix, hein, donc c'est un prix que la Russie doit payer. Donc, si il y a il y a une relation entre Moscou et Pyongyang euh, qui aujourd'hui est assez intense, donc c'est une relation économique, commerciale, ça va pas durer, parce que pour la Russie, ce n'est qu'une solution de rechange. La Russie aujourd'hui, elle a besoin de se réconcilier avec l'Occident, elle a besoin d'une pause opérationnelle en Ukraine, euh, parce qu'économiquement, ça commence à pas bien se passer. Alors, on voit par exemple le Gazprom qui commence à avoir des problèmes avec ses pièces de rechange pour son matériel. On voit également donc l'inflation qui commence à exploser en Russie. Alors, la Russie aussi commence à avoir un problème avec les islamistes, hein, donc c'est un souci qu'elle a eu depuis des années, hein, depuis au moins 30 ans. Mais le problème revient, donc elle a besoin de coopérer avec l'Occident pour avoir accès aux informations des réseaux de renseignement occidentaux, chose que la Russie aujourd'hui n'a pas. Donc elle a besoin de se réconcilier avec l'Occident. Donc c'est pas en passant par Pyongyang que la Russie va arriver à se réconcilier avec Washington, elle s'en rend bien compte. Mais par contre, elle n'a pas le choix. Donc si aujourd'hui la Russie a des relations aussi intenses avec Pyongyang, c'est que c'est bien parce qu'elle n'a pas le choix. Elle a besoin de minimiser ses coûts pour faire la guerre. La guerre commence à lui coûter très cher. Donc si on peut réduire la note, c'est tout aussi bien. Elle a besoin de matériel en quantité rapidement. La Corée du Nord le lui fournit. Elle a besoin de main-d'œuvre pas chère, la Corée du Nord le lui fournit. Donc la relation, elle est bâtie sur ça, hein. Euh, mais si Vladimir Poutine aujourd'hui va à Pyongyang, c'est bien parce qu'il n'a pas le choix. On voit clairement que la Russie, sous Vladimir Poutine, n'a pas vraiment fait grand-chose pour bâtir des relations économiques avec la Corée du Nord. Ça vient aussi du fait que les Russes savent que c'est un protectorat chinois et que ça a un coût. Mais surtout, c'est une relation à court terme. La Corée du Nord est un paria de la société internationale. Donc il y a rien à construire avec la Corée du Nord. Donc c'est une relation aujourd'hui qui, aujourd'hui, effectivement, est profitable à la Russie, mais c'est du court-termisme. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tant que la Russie aura besoin d'apporter des armes, eh ben, elle aura une relation avec la Corée du Nord. Donc, tant que la Russie a besoin de la Corée du Nord aura également donc, des produits alimentaires, du gaz et du pétrole, donc par le biais de la Russie, sûrement aux prix qui ont été fixés par les Chinois. Maintenant, il faut aussi voir, il faut se poser la question jusqu'où la Chine va laisser cette relation se développer. Parce que dans la mesure où la Russie est quand même en train de marcher sur les plates-bandes de la Chine, donc entrer dans sa sphère d'influence, et jusqu'où la Chine va le tolérer. Alors, on peut imaginer que ça ne dérange pas trop Pékin, que la Corée du Nord fournisse des armes aux Russes, mais par contre, est-ce que Pékin va tolérer que les Russes fournissent aux Coréens de la technologie high-tech? Ça, je ne suis pas sûr. Parce que donc c'est un moyen de pression que la Chine peut avoir. Donc, je ne suis pas sûr que Pékin voit d'un bon œil cette relation technologique entre Moscou et Pyongyang. Et ça pourrait faire qu'à un moment donné, Pékin mette les hauts là, en disant voilà, non, ça va plus, vous n'avez plus accès à la Russie. Et pareil pour la Russie, en disant non, ça va plus, vous aurez plus accès à la Corée du Nord. Donc, aujourd'hui, les relations Nord-Corée-Russie ne dépendent pas ni de la Corée, ni de la Nord-Corée, ni de la Russie. Elles dépendent de Pékin. Jusqu'où Pékin tolérera ces relations. On peut penser qu'elles arrivent un peu à leur terme parce que le transfert de technologie high-tech est un peu le coup de trop que Pékin, à mon avis, ne va pas accepter. Il est entendu que les Russes livrent donc des technologies aux Nord-Coréens dans le cadre donc de la reconnaissance par satellite, mais aussi beaucoup portent à croire que il y a une coopération nucléaire entre la Russie et la Corée du Nord, et ça plaît pas à mon avis aux Chinois parce que les Chinois veulent décider de savoir ce dont la Corée du Nord dispose et ce dont elle ne dispose pas pour pouvoir régler le moyen de pression et de chantage qu'elle a sur les États-Unis et donc l'Asie également, donc le Japon, la Corée du Sud. Donc les relations Moscou-Pyongyang, elles seront tolérées par Pékin, mais juste dans un certain cadre, hein. Donc tant qu'il s'agira d'échanger des armes et des esclaves contre de la nourriture, un peu de gaz et du pétrole, ça ira. Mais si la Russie commence à essayer de bâtir des relations plus poussées, si la Russie commence à proposer son soutien politique à la Corée du Nord, si la Russie commence à essayer de faire passer la Corée du Nord dans sa sphère d'influence, ça, Pékin ne va pas le tolérer, ça va pas bien se passer.
La Russie ne peut pas trop se permettre de jouer les gros bras avec Pékin, puisque sans Pékin, elle n'arrivera pas à financer sa guerre en Ukraine. Donc aujourd'hui, la Russie est coincée de tous côtés. Mais le fait est que, à court terme, ça rapporte de l'argent à la Russie, de pouvoir avoir accès à Pyongyang, parce que ce sont des armes, pas chères et en quantité. Ce sont des esclaves que la Russie fait travailler dans son industrie militaire, et finalement, elle ne paye pas très cher, puisque bon, un transfert de produits alimentaires, du gaz et du pétrole, c'est des choses qui ne manquent pas en Russie. Mais c'est que du coup court-termisme, parce que c'est pas comme ça que la Russie va réussir à ranger ses affaires. Aujourd'hui, la Russie se rend parfaitement compte que la Chine est un danger pour la Russie autant que pour l'Occident. Et si aujourd'hui il y a une coopération sino-russe, c'est une coopération que l'on pourrait comparer au pacte Ribbentrop-Molotov, c'est-à-dire on a deux rivaux, voire deux ennemis, qui coopèrent parce qu'ils ont un intérêt commun à coopérer ensemble au moment M, mais c'est un intérêt commun qui ne va pas durer. Donc aujourd'hui, la Russie, elle est coincée, elle a besoin de se réconcilier avec l'Occident, elle a aussi besoin de ne pas perdre en Ukraine, pour ça, il lui faut des armes qu'elle achète en Corée du Nord, mais acheter des armes en Corée du Nord, ça a un prix, parce qu'il faut payer Pékin pour avoir le droit d'accéder à la Corée du Nord, donc la situation du Kremlin est peu enviable, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous les Occidentaux. Donc voilà ce que l'on pourrait en dire à ce moment. Pour ceux qui estiment que cet enregistrement a quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir le liker. Pour ceux qui estiment que mon activité YouTube a quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir vous abonner à ma chaîne, à parler de ma chaîne autour de vous. Je vous remercie pour tous vos messages et vos commentaires. Je vous invite également à rentrer en contact avec moi pour ceux qui souhaitent avoir des commentaires concernant la Pologne, l'Europe centrale, l'Ukraine et la Russie. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt, à très bientôt.